j'ai décidé de devenir végétarienne. J'avais aussi appartenir à un certain groupe. C'était mon identité. Mais j'étais pas bien. J'avais pas des muscles, j'étais toute blanche. Juste que je tombe enceinte pour la deuxième fois. Et là, j'ai une folle envie de consommer de la viande. Quand j'ai ressenti cette envie, je me suis dit quand même c'est quelque chose de puissant. Je le ressens en moi, j'en ai besoin. Heureusement que j'ai changé un peu, que j'ai commencé à réintroduire certaines protéines essentielles pour mon corps. Mais 3 jours après, la réintroduction des viandes, ça a été tellement une évidence que je me suis dit, waouh, si j'avais su. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que j'ai aussi senti quand même extrêmement bête d'être tombée si rapidement et si simplement dans une idéologie qui n'avait pas d'effet scientifique. Salut Renata, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Pour la petite histoire, je t'ai découverte grâce à Fred qui m'a envoyé une de tes vidéos et qui m'a dit « Regarde, je trouve que l'argumentation est excellente ». Je suis allé voir une de tes vidéos qui parlait de la consommation de viande et je suis tombé sous le charme de cette vidéo. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que non seulement, alors on était en accord sur certaines choses, mais ça c'était pas important. Ce qui était très important, c'est que tu avais cette capacité à affirmer des choses avec beaucoup d'aplomb et à la fois à rester ouverte et sympathique. Et ça, c'est pas toujours facile. Et donc, je trouve que ce juste milieu, il était très précis, il était très bien, très propre. Et du coup, je voulais absolument parler avec toi parce que je trouve que tu as des arguments différents, tu as un point de vue différent. Et ça fait vraiment, c'est très rafraîchissant. Donc, bienvenue Renata sur mon podcast. Merci beaucoup, Jack. C'est un honneur pour moi d'être là avec toi aujourd'hui. C'est très cool. On va parler donc justement de consommation de viande. Pas parce qu'on va faire l'apologie de la viande, mais parce qu'on va vouloir prendre des faits objectifs et expliquer les pour, les contre, qui va faire quoi et dans quel cas. Et tu as un background très précis, très particulier par rapport à ça, qui est que tu as été végétarienne pendant longtemps. Si j'ai bien compris, plusieurs années, c'est ça ? 10 ans. Pendant 10 ans. Et aujourd'hui, tu fais des vidéos sur ta chaîne YouTube en disant que la consommation de viande est tout ce qu'il y a de plus naturel et qu'il faut manger de la viande, etc. Voilà. C'est vraiment très, très intéressant. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tu vas nous raconter, si tu es d'accord, justement, ce parcours. Pourquoi tu es devenue végétarienne ? Qu'est-ce que ça t'a apporté aussi ? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de bénéfices à être végétarien si c'est bien fait. Et puis, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ? D'accord. Donc, pour bien contextualiser la chose, parce que je pense à chaque fois que nous devons contextualiser les choses, très honnêtement, en regardant en arrière, je pense que j'ai décidé de devenir végétarienne. C'était, voilà, je voulais impressionner certaines personnes, je voulais aussi appartenir à un certain groupe. J'en avais que 19 ans à l'époque. Donc voilà, c'est une chose, voilà, mène à l'autre. Et finalement, je vois que c'est ça, en fait. J'étais pas mal influencée. Et c'est dommage aujourd'hui, en voyant que un grand changement dans ma vie et un grand impact dans ma santé a été causé par ça, finalement. Mais voilà, hein, nous sommes des êtres humains, nous avons besoin d'être acceptés, nous avons besoin d'être aimés. Et des fois, on est prêt à tout pour y arriver. Donc, j'ai été diagnostiquée en ayant des ovaires polykystiques, qui est un problème métabolique très jeune. Donc, j'ai toujours été en surpoids. Et voilà, ça a été très compliqué parce que, comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos et comme les gens le savent très bien, ceux qui sont en surpoids, qui ont été en surpoids pendant très longtemps, c'est que c'est très compliqué parce qu'on essaye tout ce qui est voilà, conseillé ouvertement par le professionnel de santé, par les médias. Et on peut y parvenir, on perd du poids, sauf que c'est très compliqué de garder le poids stable, enfin. C'est-à-dire que, voilà, à 19 ans, j'étais grandement en surpoids même. Et donc, arrêter de manger de la viande m'a permis de perdre beaucoup de poids. Et assez rapidement, pour la simple raison que, est-ce que c'est donc la viande qui m'a fait grossir? C'est que quand on devient végétarien il y a très très longtemps, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune option végétarienne à l'époque, j'ai commencé à cuisiner beaucoup plus à la maison. Donc, mon alimentation, elle a été beaucoup plus qualitative parce que j'ai mangé plus de légumes, chose que je ne faisais pas auparavant, et j'ai commencé également à consommer des aliments bruts. Et donc, j'ai fait la conclusion simpliste, comme à chaque fois, que donc c'est la viande qui m'a fait perdre du poids, c'est génial, je vais continuer comme ça. Mais maintenant, quand j'étais au Brésil il n'y a pas très longtemps, j'ai regardé des photos anciennes de moi. Mon poids, il était moins élevé que maintenant. Donc,
mais j'étais pas bien. On voyait que Hmm. j'avais pas des muscles, hein, j'étais toute blanche, c'était pas la joie de vivre, quoi. J'étais contente de ne pas manger de la viande, d'appartenir à un groupe, sauf que je voyais que ma santé ne reflétait pas vraiment cela. Donc, j'ai arrêté de manger de la viande parce que je suis venue en France. Pour la petite histoire, j'ai rencontré mon mari à Dublin. Nous étions colocataires. Donc, je suis venue en France avec lui pendant une année et ça s'est transformé en 14. Et donc, arrivant en France en 2009, si on disait qu'on était végétarien, les gens paniquaient. Qu'est-ce que je vais te faire à manger? Puisqu'en France, ils mangent tout ce qui bouge, hein. Donc, j'ai commencé à manger un peu de poisson, encore une fois, pour pouvoir être acceptée socialement parlant, hein. Et ça, j'étais pas très contente au début. Je me disais, mais c'est pas possible que je dois changer ma façon de vivre pour plaire aux autres alors que j'avais déjà fait, hein. Et aujourd'hui, je vois ça je suis très contente. Heureusement que je suis venue en France. Heureusement que j'ai changé un peu, que j'ai commencé à réintroduire certaines protéines essentielles pour mon corps. Et depuis, bah, tout a bien changé. J'ai pu aussi perdre du poids en consommant plus de protéines, mais j'ai gardé quand même que la consommation des œufs et du poisson. Juste que je tombe enceinte pour la deuxième fois, et là, j'ai une folle envie de consommer de la viande, et j'ai travaillé déjà avec la nutrition. Les faits, ils étaient devant moi, je les savais. Je savais déjà que toutes les études que je me basais pour justifier le fait que j'étais végétarienne, ils ont été soit sponsorisés, soit demandés d'être faits par l'industrie des aliments L'industrie. transformés pour remplacer la viande, et que la viande était très bonne pour la santé. J'avais léché devant moi, mais je ne voulais pas. Parce que, comme je te disais déjà tout à l'heure, quand on choisit d'être végétarien, ce n'est pas simplement un choix que tu fais de manger certaines choses plutôt que d'autres. Cela devient ta personnalité entière, en fait. Tu es Ton végétarien. identité. Hmm. Voilà, c'est mon identité. C'était mon identité. D'ailleurs, on ne Et dit donc, pas je mange végétarien, on dit je suis végétarien. tout à fait, je suis Et c'est végétarien, c'est exactement. très intéressant parce qu'en français, on va dire, on ne dit pas je mange carnivore, on dit je suis carnivore. On ne dit pas je mange végétarien, je suis végétarien. Et là, on voit vraiment à quel point c'est très très fort et à quel point c'est difficile pour quelqu'un qui a choisi d'être végétalien, végétarien, etc., qui dit qu'il est comme ça et d'accepter de faire un changement. Pourquoi? Parce que c'est aller à l'encontre de qui je suis depuis des années et pas seulement de ce que je fais, pas seulement d'une idée. En fait, c'est comme tu le disais, l'idée, je trouve, ce serait de pouvoir débattre d'une idée. Par exemple, toi et moi, on pourrait ne pas être d'accord sur quelque chose et dire, tu sais, moi, mon idée, c'est ça, toi, ton idée, c'est ça. Mais on n'attaque pas la personnalité de la personne, on n'attaque pas son identité. On attaque, entre guillemets, son idée. Et c'est tellement différent. Et je trouve que là, tu as eu vraiment quelque chose d'assez exceptionnel qui a été la capacité de te remettre en question. Et ça, C'est c'est un dur. process, je trouve, dont il faut parler. Oui, et comment est-ce que tu y es arrivé? Alors, je pense que cette espèce de révélation de ta deuxième grossesse, elle a dû jouer énormément. Mais comment est-ce que tu es arrivé? Comment est-ce que tu es parvenu à dire, OK, j'ai été végétarienne ou j'ai mangé végétarien pendant 10 ans. Et maintenant, en fait, la viande, elle est utile, elle est nécessaire ou en tout cas utile dans ma vie. Écoute, je l'ai accepté. Quand j'ai ressenti cette envie, je me suis dit quand même c'est quelque chose de puissant, je le ressens en moi, j'en ai besoin. Et je pense également qu'avec le travail que j'avais déjà commencé depuis 2 ans avant ma deuxième grossesse, euh, j'avais déjà remarqué à quel point c'est important d'être ouvert, d'avoir de l'humilité, et c'est même ça l'esprit scientifique. Ce n'est pas je vais me contenter d'un fait scientifique, donc je vais le suivre pendant toute ma vie. Il faut qu'on se laisse ouvert pour entendre toujours les 2, les 3, les 4, 5 côtés de l'histoire. Parce que c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. On ne peut pas rester bloqué dans une bulle pendant des années et se dire que bah, ça me convient, je suis une bulle qui est confortable. Donc, je ne vais pas me mettre en détresse et peut-être changer. C'est dur, c'est compliqué en tant qu'être humain, en tant que professionnel. Voilà, c'est compliqué de dire je me suis peut-être trompée. Mais voilà, les choses sont ainsi, la vie est ainsi. On se trompe des fois et c'est normal. On ne peut pas non plus s'attendre à toujours avoir raison surtout. Et donc, je Bien pense que sûr. c'était ça qui m'a laissé quand même bien ouverte à me dire que, allez, voilà, peut-être que
ce serait bien d'essayer autre chose. Et comme je l'ai senti fortement, je l'ai essayé. Ça n'a pas été simple puisque, après 10 ans de construction dans ma tête, voilà, manger un animal, c'était mal. Euh, J'avais ce besoin physiologique, mais ça a été compliqué quand même d'incorporer cela dans mon quotidien, même parce que les carences créées par le manque de la viande peuvent aussi te faire avoir un dégoût envers la viande. C'est quelque chose de normal et très courant. Mais voilà, je pense que ça a été quelque chose d'impressionnant. Mes parents rigolent énormément en disant, mais ce n'est pas possible que maintenant tu as une chaîne YouTube, que tu parles de l'importance de la viande, alors que tu nous as enquiquinés pendant 10 ans en disant qu'il ne fallait pas manger de viande. J'imagine très très bien, ouais. Voilà, et je pense aussi voilà, on a... Aujourd'hui, tout est très clair pour moi parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que j'ai aussi senti quand même extrêmement bête d'être tombée si rapidement et si simplement dans une idéologie qui n'avait pas d'effet scientifique. C'est comme tu disais tout à l'heure, nous pouvons avoir des opinions, mais c'est bien d'avoir des opinions, mais il y a des opinions et il y a des faits. Et on ne peut pas aller contre des faits avec des simples opinions. Nous devons quand même... Et je pense que nous sommes tous adultes, nous pouvons prendre nos décisions et faire ce qu'on veut. Mais par contre, nos opinions seules ne vont jamais pouvoir aller contre des faits. Et la viande est un aliment qui est extrêmement dense en nutriments et qui est extrêmement bien et excellent même pour la santé humaine. On va en reparler. Je voulais faire une petite parenthèse avec toi là-dessus, sur ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est-à-dire que lorsque j'ai une idée en tête, particulièrement lorsque je vais faire des recherches, c'est extrêmement facile de ne trouver des sources qui vont faire que aller dans mon sens. Et je vais te donner mon exemple récemment parce que j'ai une de mes nièces qui mange végétarien, ça dépend un petit peu, mais surtout végétarien. Et donc on a une discussion ensemble à ce sujet et j'essaie de prendre du recul parce que si tu veux, moi, avec mes propres recherches, je sais que le végétarisme n'est pas optimal pour la santé humaine, mais on peut très bien fonctionner avec, tout comme le végétalisme dans notre société actuelle, parce qu'on peut se complémenter en fer, en vitamine B12, etc. Malgré tout, ce ne sont pas des diètes optimales. Et pour certaines personnes, particulièrement les gens qui ont des problèmes d'intestin, d'inflammation chronique, etc., ces alimentations-là posent de gros problèmes parce qu'elles sont toujours riches en glucides et très souvent en lectine, etc. Et donc, pour ma part, c'est absolument exclu de manger comme ça pour moi. Mais je me dis, j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre les arguments que ma nièce me donne parce qu'elle me parle d'environnement, de respect des animaux, etc. Et donc, j'ai fait des recherches de mon côté. Et ce qui est très impressionnant, c'est à quel point, après 24 heures, je me suis rendu compte que toutes les recherches que je faisais, forcément, allaient dans mon sens. Naturellement, tout simplement parce que quand je tape sur Google ou quand je tape sur YouTube, YouTube et Google connaissent mes sources préférées. Et donc, ils vont commencer par me donner mes sources préférées. Des gens qui sont déjà convaincus que la viande a du sens. Des gens qui sont déjà convaincus que l'environnement ne souffre pas tellement de la consommation de viande, etc., etc. Et donc, après 24 heures, je me dis, OK, maintenant, il faut que je prenne le contre-pied, que je me mette dans la place de quelqu'un qui mange végétarien ou végétalien et qui veut des arguments qui vont dans son sens. Et donc, je suis allé choisir des chaînes YouTube du style Mike the Vegan, tu vois, et le gars qui se définit comme ça et qui fait des vidéos. Et je suis allé écouter ça, et c'est là que j'ai vu à quel point c'était difficile de changer d'avis parce que à ce moment-là, la personne amène des arguments qui sont très très sensés, et tout comme les gens de l'autre camp ne donnent des arguments qui vont que dans un sens. Et donc tu te retrouves soit à écouter des gens qui ne vont que dans ton sens, soit des gens qui vont que contre toi. Et donc c'est très difficile de t'y retrouver en fait, parce qu'il n'y a aucun juste milieu, il n'y a aucune possibilité de discuter des deux côtés. Et donc là je te rejoins vraiment à 100%. Si on met une balle entre nous deux avec un 6 dessus dans mon sens, toi tu verras un 9. Et donc le jeu, c'est de pouvoir se dire qu'il faut absolument qu'on se mette dans les yeux de l'autre pour pouvoir comprendre le schéma, la discussion. Et donc j'ai trouvé des arguments par rapport au végétarisme, au végétalisme, etc., que je trouvais très très pertinents sur le bien-être animal, etc., ou en tout cas que dans la peau de cette personne-là, je pouvais comprendre.
malgré tout, si on parle de santé humaine optimale, pour le moment en tout cas en 2023, je pense que nous sommes omnivores. Je pense que nous sommes omnivores et que la plupart des végétaux sont des aliments de repli ou d'opportunité. J'ai entendu ça récemment, tu vas me donner ton avis. L'humain est opportunivore. J'ai trouvé ça extraordinaire. En Tu gros, sais ça veut dire... on dit également qu'il y a des herbivores qui sont opportunistes finalement. Et donc, je me suis amusée à regarder des vidéos des cerfs dans la nature qui mangeaient des petits oiseaux et tout ça. Enfin, c'est pas que ça me fasse rire, hein, soyons bien clairs. Non, Mais non. le fait que même un herbivore, quand il a l'opportunité, il va être opportuniste et il va consommer même des aliments qui ne sont pas vraiment compatibles avec avec son système Exactement. digestif. J'ai trouvé ça assez fascinant, que j'ai vu les mêmes choses que toi. Et l'idée, c'était de dire que la raison pour laquelle les herbivores ne mangent pas d'autres animaux, la première raison, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de chasser, parce qu'ils sont incapables de le faire. Et donc, ils se sont adaptés au fur et à mesure du temps à consommer les végétaux et à en retirer, eux, ce qu'il leur faut, ce que nous ne savons pas faire pour certaines choses comme les fibres, comme la cellulose. Et c'est assez passionnant de voir en fait que nous sommes beaucoup plus capables de nous adapter à l'environnement que d'autres animaux, mais que malgré tout, il est possible que nous ayons une diète optimale. Et je voudrais juste que tu me donnes ton avis là-dessus. J'ai l'impression que la diète optimale dépend aussi énormément de notre patrimoine ancestral. J'ai l'impression que, après pas mal de recherches et aussi de constatations sur le terrain, typiquement que la personne avec un énorme bagage asiatique va avoir beaucoup plus de difficultés avec les produits laitiers parce que ça n'a jamais été consommé dans dans son passé, on va dire, dans son passé d'ancêtre. Versus quelqu'un qui a beaucoup plus des gènes, tu sais, nord de l'Europe, etc., où les produits laitiers sont consommés depuis beaucoup plus longtemps et où potentiellement, du coup, nos gènes se sont relativement adaptés et où la capacité à digérer une partie de ces produits laitiers est plus grande. Est-ce que toi, tu as pu observer les mêmes choses? Oui, bien évidemment. Et c'est ça, en fait, cette prédisponibilité génétique à consommer plus ou moins bien certains aliments. Et je trouve ça que c'est très intéressant parce que je suis de l'avis que, voilà, nous sommes une toute petite poussière dans une longue histoire. Et je pense que tout s'explique et c'est logique. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à ça, à vraiment regarder en arrière. Pour certaines personnes, cela est nouveau, hein, et je comprends tout à fait quand quand on nous présente une idée comme ça. euh, des fois, les gens n'ont pas toutes les chaînes de l'évolution dans leur tête parce que voilà, les études, ça monte à très loin. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent apprendre d'une façon assez sympathique, il y a toujours C'est pas sorcier qui peut expliquer ça d'une façon extrêmement sympathique. Mes enfants en adorent. Et moi aussi, d'ailleurs, parce que je pense que c'est une façon simple d'expliquer et c'est important de les comprendre. Ben, nous avons commencé à consommer certains aliments qu'il y a 10 000 ans. Ce n'est pas beaucoup. Alors que nous avons des évidences anthropologiques qui nous montrent que nous consommons la viande au moins depuis 2,6 millions d'années. C'est énorme. Donc, c'est-à-dire que depuis le début, c'est ça qui va nous distinguer. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Oui, mais nos grands ancêtres, ils étaient végétariens. » Mais ça fait trop longtemps de ça. Ça fait très longtemps qu'on n'est plus végétarien et c'est en fait, quand on a commencé à introduire dans l'alimentation humaine la consommation de viande, nous avons pu nous différencier de ces ancêtres végétariens par la diminution de l'intestin et par l'augmentation du cerveau. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de notre alimentation depuis très longtemps. Et d'ailleurs, nous avons une étude scientifique qui a été sortie en 2016 qui a étudié 40 populations traditionnelles encore dans le monde, c'est-à-dire qu'ils habitent un peu, ils ne sont pas dans la société, ils sont quand même assez isolés. Et ils ont tout quelque chose en commun, c'est qu'entre 40 et 60% de leur alimentation, ce sont des aliments d'origine animale. Donc voilà, c'est aussi, on n'a pas besoin de regarder si loin que ça pour voir que ce qui est naturel dans la nature, c'est que nous, les êtres humains, nous devrions consommer assez d'aliments d'origine animale parce que ce sont les aliments les plus densément riches pour nous.
Et en fait, c'est magique. Il y a des gens qui disent, vous voyez, une vache, elle va manger que de l'herbe et elle va produire une excellente source de protéines pour nous. Donc, c'est tout simplement De sources magique de de la part de protéines, la de bonnes nature. graisses. Et je trouve que c'est intéressant cette raison-là de l'expliquer. Pourquoi est-ce que la consommation de viande est aussi naturelle pour l'être humain? C'est parce que justement, comme tu le disais, elle est extrêmement dense en nutriments. Dis-moi si je me trompe ou si tu as un autre point de vue, je suis toujours intéressé d'en discuter. Mais on parle bien d'acides aminés essentiels et d'acides gras essentiels. Je n'ai jamais entendu parler de hydrates de carbone essentiels. Il n'y a pas de sucre essentiel. Notre corps peut fonctionner sans sucre. Il peut s'adapter, notamment avec ce qu'on appelle la cétose. Mais par contre, notre corps ne peut pas fonctionner sans certaines graisses et il ne peut pas fonctionner sans certains acides aminés. Parmi, dans la nature, parce qu'il faut toujours replacer les choses dans leur contexte, nous n'avons pas évolué avec des supermarchés. Dans la nature, les aliments les plus denses en acides aminés biodisponibles et en acides gras, eh bien, c'est la viande et les organes. Ce sont vraiment les premières sources d'acides aminés et d'acides gras dans la nature pour l'humain. L'idée, c'est donc de comprendre ça. Ça, c'est un fait. C'est pas éthique, environnemental, quoi que ce soit. C'est factuel. Et je trouve que c'est intéressant de le poser là, parce que moi, je voudrais juste dire une chose avant qu'on continue. Parce que je sais qu'il y a des végétariens et des végans, je sais pas trop, qui vont écouter ça et qui vont un peu saigner de l'intérieur, quoi, qui vont avoir du mal parce qu'on va aller contre leurs convictions. Je veux vraiment vous dire que ici, il n'est pas question pour moi, je ne sais pas pour Renata, mais je parle pour moi en tout cas, je ne suis pas là moi pour remettre vos convictions éthiques ou environnementales en question. Vos convictions philosophiques, identitaires, etc. sont les vôtres. Par contre, parler de faits et parler de faits dans des études, dans l'histoire, l'évolution humaine, comme tu viens de le faire et comme on va continuer de le faire, mais aussi des faits anecdotiques, tout ça, ce sont des choses qui peuvent juste nous ouvrir l'esprit et peut-être des choses différentes. D'ailleurs, j'ai récemment testé le régime 100% carnivore et j'ai pu constater qu'il y avait de grands bénéfices dedans, tout comme il y avait de grandes difficultés et moi, je pense des limitations à cette façon de manger. Et tout ça, c'est, comme tu l'as dit, essayer. Je pense que, à moins que ce soit vraiment trop compliqué au niveau de vos convictions, si vous êtes carnivore, végétarien, végétalien, peu importe, ça vaudrait la peine d'inclure un petit peu de l'autre côté et de voir comment vous vous sentez factuellement. Quand toi, tu as réintroduit la viande, tu dis que ça a été difficile parce qu'il y avait un certain dégoût. Mais en termes de santé, d'énergie, etc., tu as ressenti rapidement le bénéfice ou c'est quelque chose qui est venu un petit peu plus tard? En 3 jours, c'était fait. C'est incroyable. Euh, Écoute, ce que je te disais tout à l'heure, et moi aussi, je ne mets pas en question le choix de personne. De qui suis-je pour remettre en question le choix en C'est fait, ça ça. ne me concerne pas du tout. En fait, chacun fait ce qu'il veut. Et je pense que c'est ça, en fait, la beauté de la chose. Et ce que je disais aussi tout à l'heure, avant qu'on soit en live, c'est le fait que nous ne devrions jamais impossibiliter le dialogue parce que nous avons des visions de vie différentes. J'ai des amis qui sont végétaliens et j'ai des amis qui sont complètement différents de moi. Cela ne devrait pas impossibiliter le fait qu'on peut bien s'entendre. Nous sommes des humains et nous voulons tous à peu près la même chose. Mais on prend des chemins inverses pour essayer d'y parvenir. Donc, je vois que des fois, c'est dommage quand on voit beaucoup de condescendance, de violence même, d'agression entre un con et un autre, les carnivores et les véganes. Je ne pense pas qu'on va faire avancer quoi que ce soit en restant comme ça dans ces positions et sans vouloir... oui, voilà, simplement dire qu'on veut la même chose, nous voulons tous être heureux, nous voulons tous avoir une planète qui n'est pas menacée, mais on a des visions différentes de la chose pour y arriver. Je crois fortement, à partir de mes recherches, que manger de la viande qui est faite de la façon de laquelle elle doit être faite, on peut sauver la planète, on peut diminuer l'émission des gaz méthane, nous pouvons améliorer notre qualité en tant qu'être vivant dans cette planète gigantesque
Mais voilà, on a des informations qui sont erronées, qui sont tendancieuses et qui, à chaque fois, vont nous dire des choses comme il faut arrêter de manger de la viande pour sauver la planète. Alors que si on regarde vraiment le fait, ce n'est pas vraiment ça. Donc, je pense qu'on peut essayer de parler de ses limitations, comme tu disais tout à l'heure, et je pense que c'est très honorable de ta part, de vouloir comprendre ta nièce. Parce que c'est ainsi, en fait, la relation humaine. On doit se comprendre. Parce que sinon, on est déconnecté. Et quand on se déconnecte, parce que si je vais dire que les personnes qui ne mangent pas de la viande sont des ignorants, ou bien les personnes qui sont végétaliennes vont dire Renata mange de la viande, donc elle est horrible, c'est une mauvaise personne. Donc, on va déshumaniser l'humain et on ne va pas avancer, en fait. Et je pense qu'on est là pour avancer, on est là pour essayer de faire les choses, de rendre les choses meilleures. Donc, je pense que c'est important d'avoir cette ouverture d'esprit et même d'aller regarder des vidéos qui vont à l'encontre de ce que tu penses pour que tu puisses toi-même apprendre plus sur tes bases à toi. Et voilà, je ne pense pas qu'on devrait s'y retenir et je pense qu'on devrait tous avoir l'esprit plus critique et être plus ouvert. Et en ce qui concerne ce que tu disais tout à l'heure sur qu'il n'existe pas de glucides qui soient essentiels, oui. Je ne suis pas pour autant extrêmement partante pour dire que tout le monde devrait éviter toutes sortes de glucides de leur vie. Je pense que, encore une fois, on regarde en arrière et je pense que, par exemple, certains légumes racines peuvent être tout à fait bien consommés, bien digérables par nous, par notre système digestif, sans que cela ait des impacts négatifs. Et là, on va aussi toujours rentrer dans la même chose. Ce n'est pas simplement les glucides qui sont problématiques, ce sont aussi les sources des glucides. Et le problème, souvent, vient quand c'est des aliments très transformés, ultra transformés même, qui ne sont pas compatibles avec notre corps. Et on voit comment cela peut se réfléchir aujourd'hui sur l'apparition des maladies chroniques, sur aussi la hausse du nombre de diabète de type 2 et également l'obésité, qui n'a fait que vraiment énormément agrandir de plus en plus ces dernières décennies, alors qu'on a tout fait pour essayer de faire baisser la chose, et c'est ce qu'on appelle la courbe des 20 ans. Donc, on propose des approches différentes. On voit aussi les consignes d'alimentation. Et ça n'a pas donné l'effet souhaité, en fait, d'arrêter les graisses et de commencer à consommer plus de glucides, en fait. Donc, à bout d'un moment, il ne faut pas non plus qu'on continue à dire les mêmes choses, alors que la courbe des 20 ans nous a montré que ça n'a pas fonctionné et que ça s'empire, en fait. Donc, Dernières encore courbes, une fois. c'est ça, tu sais, moi je suis né dans les années 80, les recommandations de mon enfance, c'était effectivement, donc on mangeait autant de sucre qu'on voulait, ça c'était une certitude. Évidemment, il fallait manger pauvre en graisse, donc par exemple des yaourts 0%, du lait écrémé, ce genre de produits. Même si on prend à plus large échelle, on va se rendre compte qu'il y a aussi une énorme popularisation des huiles végétales qui sont dramatiques pour la santé. On nous a tous dit qu'il fallait manger moins de viande rouge, moins d'acides gras saturés, etc. Et en fait, on se rend compte que la consommation de viande baisse alors que les maladies chroniques augmentent. Donc là, on sait que c'est pas ça le problème. Ça, c'est une certitude. Je voudrais juste relever quelque chose que tu viens de dire à propos des aliments ultra transformés. C'est assez fascinant parce que quand tu écoutes des carnivores, des omnivores, des animal-based, des vegans, on est tous d'accord de dire qu'il faut manger moins d'aliments ultra transformés, indépendamment de notre direction, tu vois ce que je veux dire? On a des choses en commun quand même. Exactement. Et d'ailleurs, je pense que c'est une des choses qui fausse le plus l'avis de certaines personnes par rapport à leur diète. C'est-à-dire que si tu pars d'une alimentation moderne, transformé, ultra transformé, et que tu passes sur n'importe quel autre régime, méditerranéen, carnivore, végétarien, végétalien, mais que tu manges des aliments bruts, de toute façon, tu vas aller mieux. De toute façon, tu vas te sentir mieux. Tu vas perdre du poids, tu vas mieux dormir, tu vas avoir plus d'énergie. Et donc, tu vas dire, c'est ça la solution pour moi. Et à partir de là, c'est très compliqué d'avoir un avis différent parce que tu as trouvé le Messie, tu as trouvé le Sauveur. Et l'idée après, c'est de dire, ok, j'ai fait un pas en avant et je me sens beaucoup mieux. Est-ce que je peux faire encore mieux?
Est-ce qu'il y a quelque chose optimal pour moi et pas seulement mieux pour moi? Et c'est assez passionnant de voir que des gens comme toi, au moins, on bosse dans le métier depuis des années et des années et des années. Et on continue à faire des recherches et on continue à essayer des nouvelles choses et on continue à se remettre en question, etc. Versus certaines personnes qui ont juste fait un changement et qui ont dit, OK, maintenant c'est bon, c'est ça pour le reste de ma vie. Et je pense que par rapport à ça, il y a un choix de facilité parce qu'une fois qu'on a trouvé, une fois qu'on a nos habitudes, tu vois, on a nos petits restaurants préférés, on a nos petites recettes préférées, tu vois, on a notre organisation, tout ça. Remettre tout ça en question, c'est extrêmement difficile. Et s'il y a bien une chose pour laquelle l'humain est vraiment très très doué, c'est la sauvegarde d'énergie. On sait très très bien sauvegarder de l'énergie. C'est programmé à l'intérieur de nous. Hein, d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quelque chose qui est littéralement programmé à l'intérieur de nous. Et donc cette sauvegarde d'énergie, elle va aussi passer par le fait que changer, ça coûte de l'énergie, donc non merci. Mais l'idée, c'est que, en tout cas, mon point de vue, uniquement pour moi, que j'ai pris juste pour moi, je n'oblige même pas ma femme et mon fils à faire pareil. C'est que je suis d'accord de dépenser l'énergie nécessaire pour apprendre plus parce que je pense qu'au bout du tunnel, à chaque fois, il y a un pas en avant vers l'alimentation optimale pour moi. Et Et ça, c'est cela, le on peut chemin que je aussi fais et aussi dans le podcast. exagérer pour tout Vas-y. dans la vie. Hein. Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Parce que je pense que ça dépend également des valeurs que nous avons. Et je crois fortement dans le fait que nous sommes en vie pour évoluer, pour être heureux et pour nous accomplir. Donc, en partant de ces principes, je suis en éternelle recherche de qu'est-ce que je peux faire de mieux. Et je pense que ça compte énormément, non seulement en ce qui concerne mon alimentation, mais également mes entraînements physiques, mon programme de méditation. Et il y a tout aussi, hein, il y a le spirituel, il y a tellement de choses qui devraient devaient être mises en place en même temps pour qu'on puisse se sentir bien. Mais ça aussi, ça varie selon chaque personne, comment elle voit la chose. Ce que je vois, c'est que pendant très longtemps, quand j'étais en gros surpoids, ce qui a très bien fonctionné pour moi et ce que j'ai fait beaucoup d'études sur, c'était une alimentation plus faible en glucides, voire cétogène, carnivore ou simplement low carb. Et donc, comme tu disais, que des fois, on n'essaye pas de sortir de notre zone de confort, puisque voilà, c'est une zone de confort. Hein, donc, devoir sortir de là, c'est déjà, ça demande de l'énergie. Comme tu avais dit, nous sommes génétiquement programmés pour vouloir dépenser moins, mais également, aujourd'hui, l'homme moderne avec ses émotions et comment cela pèse pour nous, c'est même douloureux émotionnellement parlant. Ce n'est pas compliqué. C'est compliqué de se mettre en question et de vouloir changer. Donc, tout ça pour dire que pendant très longtemps, j'avais en tête, voilà, les glucides ne sont pas essentiels, donc je n'ai pas besoin de consommer tout le temps. Sauf qu'un jour, je me suis dit, écoute, je vais faire des tests. J'adore faire des tests. Et voilà, j'ai commencé à prendre une application pour voir combien de calories j'ai mangé. En fait, c'est extrêmement compliqué de manger beaucoup de calories quand tu manges que des vrais aliments. Donc, déjà, on commence par ça. Ça va soutenir aussi ce qu'on parlait tout à l'heure, que si l'être humain consommait plus de végétaux que des aliments d'origine animale, on n'aurait pu pas vraiment évoluer, puisque nous avons besoin de beaucoup de calories. À savoir que mon métabolisme de base, plus ce que je dépense quotidiennement, je dois manger 2100 calories par jour juste pour garder mon poids stable. Alors, essayez de manger 2100 calories par jour en mangeant que des vrais aliments. C'est énorme. Et donc, la seule façon pour nous de manger plus de ce que nous avons besoin, c'est quand nous trompons nos hormones, notre système hormonal, en consommant des aliments qui ne sont pas adaptés pour nous. Et là, on voit ces aliments ultra-processés, ultra-transformés, qui sont richissimes en énergie et richissimes en énergie parce qu'ils sont riches en lipides à la fois et aussi en glucides. Donc, quand on part déjà de ce principe que nous devrions arrêter ces aliments, nous voyons que nous avons déjà toutes les personnes qui ont envie d'avoir une bonne alimentation, elles ont ça en commun. On sait où se trouve le problème. Donc après, on va se perdre dans les détails simplement. On va essayer de dire que c'est les glucides ou bien c'est la consommation de viande. On essaye de trouver des réponses simplistes à des questions qui sont trop complexes. En fait, c'est comme je dis aussi à chaque fois, le corps est une machine biologique extrêmement
élégante. J'ai pas d'autre mot pour définir le corps humain qui est élégant. C'est extrêmement beau, c'est fascinant. On ne peut pas s'attendre à trouver une petite solution, que c'est juste un petit détail, ça va résoudre tous nos problèmes. C'est tout un ensemble. Et donc, je ne pense pas que ça soit logique, ni positif ou productif même, de s'attaquer simplement à certaines petites choses. Je pense que tout fait partie d'un ensemble. Mais voilà, je me pose aussi la question, je sais qu'aujourd'hui, le véganisme, c'est quelque chose qui est devenu possible grâce à la supplémentation. D'ailleurs, je pense que si on veut avoir une conversation, un dialogue réaliste et honnête, voilà, on doit quand même mettre quelques règles en disant que, voilà, on sait qu'aujourd'hui, on peut avoir des supplémentations. D'ailleurs, je conseille à toutes les personnes qui sont véganes ou même végétariennes d'aller voir s'ils n'ont pas besoin de supplémentation. Il n'y a pas de honte à avoir, hein. On est tous grands ici. On prend nos décisions et on assume jusqu'au bout. S'il faut prendre des suppléments, allons-y, il n'y a pas de problème. Sauf que je ne peux pas m'en empêcher de demander que est-ce que si mon alimentation elle a besoin d'être supplémentée et hautement supplémentée, comme dans le cas du véganisme, est-ce que je peux considérer ça comme en étant une façon saine de me nourrir? Optimale, exactement. Même éthique, puisque voilà, il y a beaucoup de choses qui se mettent aussi dans la fabrication des suppléments, dans la distribution. Enfin, tu vois, la discussion, elle peut durer des heures, des semaines. En fait. Ouais, le dialogue est infini, ça c'est une certitude. Je voulais te poser une question parce que tout à l'heure tu nous as dit, moi j'ai ressenti les bénéfices de la viande, etc. Et en fait j'ai une autre amie qui est végétarienne depuis une éternité et qui me dit, alors là, avec ma grossesse, j'ai eu envie de viande tout le temps. Un truc de fou. Mais vraiment, un truc de fou. Et elle dit, bon, bah là, c'était plus pour moi que je le faisais, c'était pour mon enfant. Et donc, j'ai mangé de la viande pendant ma grossesse. Et depuis, j'en mange, elle me dit, 1 à 2 fois par mois. Donc voilà, ok. Donc, parce qu'il y a 1 ou 2 plats vraiment qu'elle adore, elle dit, bon. Et je voudrais que tu expliques en quoi la consommation de viande pour un végétarien ou un végétalien va apporter des bénéfices. Quels bénéfices factuel, en tout cas toi tu as ressenti déjà pour commencer, et qu'est-ce qu'on peut peut-être attendre de cette consommation de viande dans le cas d'un végétarisme ou d'un végétalisme? Écoute, il y a plein de choses qui peuvent jouer là-dessus. Bien entendu, des fois on essaye de simplifier les choses et on va se dire que voilà, quand on est végétarien ou on est vegan, les seules choses qui vont manquer c'est la B12. Et en fait, pas du tout. C'est beaucoup plus large que ça. C'est Voilà, beaucoup plus large que c'est ça. beaucoup plus large que ça. Il faut que je te dise qu'en fait, en toute honnêteté, j'étais pas bien mentalement parlant pendant cette période végétarienne. Pour moi, c'était compliqué de voir la beauté de la vie. J'avais toujours des idées qui tournaient un peu bizarres et je pensais que ça venait de moi. Je me suis dit, peut-être c'est le fait que j'ai quitté mon pays, peut-être c'est le fait que j'ai compté rester en France qu'une seule année, je suis restée 4, je ne sais pas, à l'époque. Donc, il y a beaucoup de choses que peut-être que je n'ai pas voulu voir, en fait. Mais 3 jours après, la réintroduction des viandes, ça a été tellement une évidence que je me suis dit, waouh, si j'avais su que c'était si simple pour moi de stabiliser mon émotionnel. Et pourtant, depuis mes 19-20 ans, j'ai commencé à suivre la philosophie bouddhiste. J'ai commencé à méditer, j'ai voulu apprendre plus sur moi-même, sur l'univers qui m'entoure. Et malgré tout cela, toutes les heures que j'ai consacrées, j'ai voyé en fait que ma santé mentale, c'était en chute libre. Elle n'est pas mieux. Donc, ce que j'ai pu voir en moi, et ce que la science nous montre très clairement, c'est que la viande et tout ce qu'elle contient, elle peut nous aider à avoir un émotionnel plus équilibré, c'est-à-dire avoir moins de problèmes tels que la dépression, tels que l'instabilité émotionnelle également. Et en parlant des B12 seulement, parce que beaucoup de végétariens pensent que, j'insiste bien que c'est le végétarien qui consomme des poissons et des produits laitiers. Même ces personnes qui consomment pas de poisson, des œufs,
des œufs et des produits laitiers, même ces personnes peuvent déjà avoir une déficience en B12, chose qui, en fait, je ne sais pas si tu sais ou bien si les personnes qui nous écoutent le savent, c'est qu'une déficience, une carence en B12 peut vraiment provoquer des maladies choroïdiennes. Donc, la maladie qui on dit normalement qui s'est causée par la consommation de viande. Donc voilà, il y a tellement d'effets qui sont contradictoires, enfin des faits entre guillemets, parce que toutes les études qui affirment que la viande cause des problèmes cardiaques et cardiovasculaires, ce sont des études observationnelles qui ne peuvent pas montrer une causalité. Donc aujourd'hui, c'est bien accepté que la viande n'est pas bien pour la santé parce que ça nous est martelé depuis 40 ans déjà. Il n'y a même pas une étude dans la littérature scientifique qui puisse montrer une causalité entre la consommation de viande et l'apparition de n'importe quelle maladie. Mais ce qu'on trouve dans le gold standard de la recherche, que ce sont des essais cliniques randomisés ou des méta-analyses des essais cliniques, montre en fait que la viande elle est excellente pour la santé et qu'on ne devrait pas avoir peur de la manger. Et je me demande mais pourquoi ces genres d'informations ne sortent jamais dans les médias. Mais enfin, après, on voit aussi qu'il y a toute cette propagande en disant que nous devons arrêter de manger de la viande. Donc, on voit forcément qu'il y a des informations qui vont dans ce sens, finalement, sans avoir... et c'est ça qui, des fois, m'embête un peu, c'est de voir certains journalistes qui vont juste prendre une étude auquel ils n'ont pas la capacité de comprendre ce que l'étude veut dire, et ils vont faire un article disant quelque chose. Une headline, donc tu vas... un grand titre. Exactement. Et là, tu rentres dans l'étude et tu te dis, mais c'est rien du tout de ça. En fait, comment peux-tu écrire ça en lisant cette étude? Donc voilà, je pense que c'est très compliqué. Donc il y a des gens qui me disent, oui, mais je vais aller rechercher sur Google et je vois en fait, oui, que la viande n'est pas bonne pour la santé. Mais si tu fais des recherches demandant si la viande est bonne, tu vas aussi trouver des résultats. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est très important d'avoir ça très clair dans sa tête, c'est qu'on va toujours trouver des réponses qui vont dans le sens qu'on est en train de chercher, en fait. Et il faut quand même avoir ce que tu viens de dire. C'est ce que j'ai dit à ma fille de 10 ans. Écoute, c'est pas parce que tu as vu ça sur une vidéo ou parce que ça s'est sorti dans n'importe quel média que c'est vrai, en fait. Il faut toujours demander la source de cela. Est-ce que la personne, elle a un bénéfice à avoir avec cette information? Est-ce que... Donc, tu vois, il y a plein de choses à se questionner. Et j'ai dit aussi, nous avons trop délégué. Nous avons délégué la façon de laquelle on se nourrit parce qu'on est complètement déconnecté de la nature. On ne sait plus comment faire à manger, comment avoir des légumes, comment élever des bêtes. On ne sait pas du tout faire ça. Donc, on a tout délégué. On a aussi délégué notre esprit critique. Donc, on va prendre nos décisions, on va faire des choix dans notre vie basés sur les opinions des autres, parce qu'il va falloir, encore une fois, nous sommes des êtres humains, nous sommes influençables, mais pas seulement d'une mauvaise façon, tu vois. Nous, les Homo sapiens, nous avons pu quand même être la seule espèce qui a pu vivre autant, parce qu'on a aussi cette capacité de collaborer entre nous, parce que nous avons envie aussi, nous avons le besoin de communiquer, nous avons besoin d'être acceptés, nous avons besoin aussi d'être ensemble. Et des fois, on a besoin d'être un peu influençable pour pouvoir faire partie de tout ça. Donc, ce n'est pas même quelque chose de mauvais. Tu vois, ça dépend du contexte, comme à chaque fois. Ouais, la boucle est bouclée avec ce que tu disais au début, avec ta nécessité d'appartenance quand tu es parti dans le végétarisme, où tu dis c'était vraiment cette appartenance à un groupe. Et en plus, là, on en revient à la grosse difficulté du changement qui va être une des peurs les plus primales chez l'humain, qui est d'être ostracisé, d'être exclu du groupe. Ce qui est quelque chose d'extrêmement difficile, puisqu'à une époque, ça voulait dire potentiellement la mort, puisque quand je vivais dans un clan qui allait me protéger, qui allait me nourrir, etc., on allait collaborer, comme tu le dis. La collaboration humaine, c'est avant tout une nécessité, parce qu'on n'était juste pas assez fort pour survivre seul dans la nature, soyons bien clairs. Tu te retrouves face à des animaux qui sont bien plus efficaces que toi pour survivre dans la nature.
Et le fait d'être en groupe, c'est ce qui te permet de chasser, c'est ce qui te permet d'intimider, c'est ce qui te permet de défendre ton clan, etc. Et donc la peur d'être exclu du clan, c'est vraiment quelque chose de très de viscéral en fait chez l'humain. C'est quelque chose vraiment de viscéral. C'est la Et donc survie, quand oui. c'est ça. Tu sais, moi je l'ai par exemple très très fort senti quand j'étais plus jeune dans mon milieu sportif, où à un moment donné j'ai vraiment pris un virage très très fort par rapport à ma santé. J'ai changé ma manière de manger, j'ai diminué ce que je buvais parce que je buvais beaucoup d'alcool. Tu sais, le milieu sportif, c'est la fête, c'est voilà. Et j'ai vraiment senti la scission comme ça, la séparation entre le groupe et moi. Et je me suis dit, waouh, ça c'est quand même difficile à vivre, il faut parvenir à le tenir, tu vois. Et il y a des jours où c'était vraiment très difficile à vivre d'ailleurs. Et maintenant, je le prends avec beaucoup de recul parce que je refréquente le même cercle sportif. Et en fait, maintenant, c'est devenu une blague, quoi. Tu vois, ils m'amènent mon eau pétillante quand ils prennent une bière et ils rigolent de ça et c'est très cool, tu vois. Mais effectivement, la transition, le moment où tu changes, t'as quand même un peu l'impression qu'on arrache le sparadrap et c'est vraiment pas évident, quoi. Donc, tu étais sur les bénéfices de la viande avec la B12. Et donc, tu parlais vraiment de cette stabilisation émotionnelle. Est-ce que ça vaut pour les hommes et pour les femmes ou est-ce que c'est plus un trait féminin de par le fait avec les règles, etc. Ou est-ce que c'est vraiment Non, c'est un pour fait tous les neurologique. humains? Ok. C'est tous les humains finalement, parce que du coup, on voit qu'il y a cette structure qui est brisée quand il n'y a pas assez de nutriments essentiels qui viennent dans notre alimentation. Tu vois, je pense que si on part du principe que si on analyse les aliments d'origine animale et on voit que ce sont les seuls aliments qui ont tous les micronutriments essentiels pour nous dans des bons ratios, c'est déjà un très bon indice de la nature et quels Hmm. sont les aliments qui devraient être à la base de notre alimentation. Bien sûr qu'après, on pourra demander plein de choses, on pourra aussi essayer de questionner plein de choses, mais ça c'est le fait finalement. Voilà, tout y est, tout y est. Ok. Et ce que nous voyons, c'est oui, juste pour répondre à ta question, donc oui, c'est homme comme femme, c'est une structure neurologique qui est mise en épreuve lorsqu'il n'y a pas les micronutriments qui sont essentiels pour son bon fonctionnement. C'est puissant quand même. Très, très puissant, Nous évidemment. voyons Vas-y. également qui, euh, et ça me touche à cœur, je sais que ça te touche aussi parce que tu as aussi des enfants, tu as un enfant, ouais. Oui. Et c'est ce que je dis aussi à chaque fois. Quand ma première fille elle est née, j'étais encore végétarienne, entre guillemets, parce que je consommais de temps en temps du poisson. Mais j'ai jamais osé lui donner que des aliments végétariens, en fait. Je voulais pas qu'elle soit végétarienne. Donc tu Parce savais qu'au déjà qu'il y fond, avait un problème. et pourtant, je travaillais pas encore avec la nutrition à ce moment-là, mais je le savais au fond de moi que cette décision ne m'appartenait pas finalement. Je sais pas, c'était un instinct. Et je suis très contente d'avoir respecté mon instinct et de ne pas avoir obligé ma fille de faire pareil, puisque aujourd'hui, avec le recul et également avec les données scientifiques que j'ai pu voir, c'est qu'on met en danger et énormément les développements cognitifs de nos enfants quand on va les priver des aliments auxquels ils ont besoin. C'est même pas questionnable. Les 1000 premières jours de l'enfant, la consommation d'aliments d'origine animale sont essentielles. Donc, c'est Hmm. même pas, on peut essayer, non, ce n'est même pas discutable, c'est extrêmement important. D'ailleurs, on voit aussi que il y a un monde qui sépare les États-Unis de la France. Et des fois, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises dans le même panier, alors que ça ne devrait pas du tout être le cas. Euh, Aujourd'hui, le courant aux États-Unis, c'est, ben voilà, on va tous devenir plant-based, on va manger de moins en moins de viande, parce qu'ici, l'élevage il est trop intensif. Et donc, ces informations nous arrivent à nous, en Europe, comme en étant une certitude. Et ici, c'est pareil. Ce n'est pas pareil. Donc, je vois aussi qu'en commençant par ça, il y a beaucoup de choses erronées, tendancieuses qui sont dites de façon comme ça. C'est juste balancé pratiquement tous les jours dans les médias. Euh, mais par exemple, les gens en Afrique qui n'ont pas autant de disponibilité d'aliments d'origine animale. D'ailleurs, il y a même une étude qui a été faite au Kenya
avec des enfants qui mangeaient à l'école, hein, parce qu'ils voilà, ils restaient toute la journée, c'est un peu comme en Europe aussi. Ils mangeaient à la cantine et ils mangeaient une préparation qui était faite avec des légumes, c'est genre une soupe en fait, un ragoût. Mais il n'y avait pas de produits animaux dedans, puisque c'est rare là-bas. Donc, ils ont fait une expérimentation. Donc, ils ont divisé en 3 groupes différents. Un groupe, le groupe au contrôle, c'est ça en fait, c'est un essai clinique à randomiser. C'est quelque chose qui a été vraiment contrôlé. Donc, le groupe contrôle n'a rien changé. Donc, il a continué à consommer ses ragoûts seulement avec des légumes et quelques légumineuses. Le deuxième, ils ont mis un peu de lait. Et le troisième, ils ont même mis un peu de viande. Et ces enfants-là, ils ont eu 47% de plus d'augmentation dans leur capacité cognitive parce qu'ils ont consommé de la viande. C'est énorme. Donc, c'est énorme. C'est énorme et en plus, c'est quelque chose qui a été très contrôlé. Tu vois, ce n'est pas j'ai juste observé que certains enfants ont fait ça. Non, on a pu contrôler cela. Donc, c'est assez puissant. Je pense qu'on ne peut pas continuer à fermer les yeux parce que cela va heurter notre... je ne sais pas, notre vision que nous avons du monde. Je pense que peut-être, oui, aux États-Unis, on peut quand même dire que je pense qu'on est tous aussi sensibles à ça. Je n'ai jamais rencontré une personne qui soit pour la souffrance animale. Aucune. Même le plus gros viandard qui adore manger du barbecue, il ne va jamais dire « Ouais, c'est trop bien, on va aller maltraiter des animaux ». Ce n'est pas ainsi. Donc, nous voulons tous la même chose. Nous voulons avoir une agriculture, nous voulons voir des élevages qui soient respectueux et qui savent aussi comment respecter le sol. Parce que notre sol, c'est ce qui va définir si notre terre va être en bonne santé ou pas. Et on peut avoir un bon équilibre, même en ayant des élevages, surtout en ayant des élevages. Parce que du coup, il y a, je trouve ça assez intéressant, on voit la quantité gigantesque des herbivores qu'il y avait aux États-Unis, là, les années 1800 et quelques. On va dire et quelques pour ne pas être précis, mais c'est milieu des années 1800. Et c'était genre 20-25 fois de plus de ce que nous avons aujourd'hui des bétails aux États-Unis. Pourquoi que seulement maintenant cela est devenu un problème? Donc, parce que l'émission de méthane, à ce moment-là, il y en existait également. D'ailleurs, en France, la quantité que nous avons de bêtes, des bétails, de bœufs, je parle de bœufs, c'est 180, c'est 10, j'ai même marqué là, 18 millions 557 millions de bêtes. D'accord? Et nous avons 80 millions 18 millions à 80 millions d'animaux de compagnie. Et tout ce qui est humain, tout ce qui est vivant va aussi émettre des gaz méthane et cela ne fait seulement partie de quelque chose de normal en fait. Cela fait partie de la digestion, cela fait partie de quelque chose qui est extrêmement naturel et je ne sais pas pourquoi on choisit seulement de s'inquiéter de l'émission de méthane de la part des bœufs alors que les plantations de riz émettent beaucoup plus. Donc, tu vois, c'est ça en fait, c'est cette attention sélective. On va juste s'attaquer à ça parce que, il faut arrêter ça, sans avoir d'effet pour se baser. C'est ça en fait qui m'embête et c'est ça en fait qui me donne beaucoup de motivation pour continuer à faire des vidéos sur ma chaîne. Parce qu'il y a cette attention sélective. Évidemment, tous les liens vers ton site, ta chaîne YouTube, etc. seront dans la description. Si l'histoire de Renata vous a intéressé, je vous recommande vivement celle de Fred dans cette vidéo où il nous explique comment il a soulagé son intestin et vaincu son cancer du côlon grâce à la viande. Peace.